Donc, je me présente pour commencer. Roberta Bucciero, je suis gestionnaire de produits pour la suite administrative à la GRIX et porteur de dossier pour ce projet de réappropriation des solutions administratives. À l'ordre du jour, aujourd'hui, je vais faire comme la dernière fois. On avait déjà une rencontre, mais c'est à titre de rappel ou pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire un rappel sur le projet, le contexte, la description, les grandes lignes. Également un rappel sur le mandat de ce groupe de travail. Ensuite, Dani Tanguay, qui est avec nous, va animer pour la partie RH. Donc, qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là? André Richard présentera des compléments d'information par rapport à IMO-CC, par rapport à ce qu'il a présenté la dernière fois. Et Martin Dionne va revenir sur le déploiement et l'offre de services. Et comme ajout, la disponibilité ou le calendrier pour l'automne 2020. Je vais vous proposer une pause après la section RH. On va être rendu environ à mi-chemin. Donc, il y aura une pause à ce moment-là. Je vais vous faire signe rendu là. Donc, à titre de rappel, en novembre 2019, donc il y a environ 6 mois, le gouvernement nous a annoncé qu'il renforçait ses orientations en lien avec la réutilisation des solutions informatiques existantes au sein de l'administration publique. Et le ministère a aussi confirmé qu'il privilégiera la solution SAGIR pour la suite du processus. Il y avait eu un dossier d'opportunité en cours jusqu'à ce moment-là, donc entre mars de l'an dernier et novembre. Donc, c'est au mois de février, il y a à peine 4 mois, que la GRIX a pris la décision de cesser ses investissements dans Mosaic AX et de concentrer ses efforts plutôt sur la réappropriation du réseau sur les applications patrimoniales et administratives, donc Dauphin, Achat et PGRH. Si j'avais à décrire le projet, c'est vraiment un projet d'accompagnement. C'est des services d'accompagnement surtout. C'est un projet de réappropriation. Donc, en réalité, c'est de se refamiliariser avec les processus qui sont en place dans les systèmes patrimoniaux. Évidemment, il y a un aspect de migration aussi, la migration de vos données, de vos transactions. Dans le projet de réaccompagnement, on tient compte de l'analyse d'écart entre Mosaic AX et les systèmes patrimoniaux. Donc, on sait qu'il y aura des manques à gagner entre Mosaic AX et les systèmes patrimoniaux. Et c'est la raison pourquoi j'insiste que c'est vraiment un projet de réappropriation, c'est qu'on ne comblera pas ce manque à gagner-là en bâtissant des fonctionnalités. C'est pas prévu, on y arriverait pas. Et dans tous les cas, c'est pas la cible. La cible, c'est vraiment un système autre. Donc, ça serait vraiment des investissements un peu futiles où je sais que souvent on dit, ben, compte tenu du temps qu'on va être dans les systèmes patrimoniaux, peut-être que c'est pas si futile que ça, mais il faut être très judicieux en choisissant ce qu'on va faire et comment on va investir dans ces systèmes-là. Ceci étant dit, on a saisi une opportunité. Donc, pour PGRH, il y a des pièces jointes qui sont ajoutées à PGRH. J'ai mentionné tantôt qu'entre le mois de mars 2019 et novembre 2019, il y avait un dossier d'opportunité qui était en cours et à ce moment-là, on était en moratoire par rapport à Mosaic AX. C'est à ce moment-là que la GRIX a pris la décision pour ce qui est des solutions administratives de mettre des efforts et de se concentrer à améliorer le module suivi des absences dans PGRH. Et quand on a fait les consultations, la demande était quand même assez forte pour avoir des pièces jointes et ça a été fait. Aujourd'hui, on a l'opportunité de réutiliser ce qui a été déjà fait pour le module suivi des absences et pour combler un manque à gagner, effectivement. Donc, cet été, donc été 2020, les pièces jointes pour les postes, les affectations et le dossier des employés sera disponible.
Je veux quand même revenir, c'est très important là, dans la portée du projet qu'on s'y tienne à ce qui est vraiment requis, puis à la portée qu'on a définie. Donc, je veux quand même revenir pour dire, c'est sûr qu'il n'y aura pas de piège jointe dans Dauphin, puis à Chat, on n'aura pas cette même opportunité-là et qu'on ne pourra pas combler les manques à gagner de façon générale. Je reviens sur quelques faits saillants pour le projet, c'est important. Donc, les fonctions Mosaïque AX seront maintenues jusqu'en décembre 2022. La date de décembre 2022 est largement dictée par la date de fin de support de Microsoft Dynamics AX 2012, qui est la plateforme sur laquelle est installée Mosaïque AX. Donc, la planification et le calendrier de déploiement doivent être pensés en fonction de la date butoir. C'est vraiment très important. On sait que dans les CS, il y a plusieurs périodes intenses et on vous a entendu par rapport à la difficulté pour certains plages. Comme quoi, on sait qu'il y a certaines périodes de l'année qui seront peu populaires. D'un autre côté, il faut absolument maintenir un rythme de déploiement tout au long du projet pour atteindre ce facteur de succès important. Donc, on le travaillera avec vous là, en avançant dans le projet. Autre fait saillant, dans le fond, c'est pour dire que les activités de conception avancent à bon rythme. Donc, on parle d'élaboration des outils et de la formule de migration. Pour le mandat du groupe de travail. En fait, l'objectif poursuivi par le groupe de travail est d'aider la GRIX à anticiper et tenir compte des enjeux des CS. Donc, on vient chercher en fait le pouls du réseau. Comment vous recevez le projet, la portée, les outils qu'on met en place, la formule qu'on vous propose. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel on n'a pas pensé? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose d'important ou d'incontournable? Donc, bien entendu, l'information qu'on vous présente aujourd'hui va évoluer dans le temps au fur et à mesure qu'on avance dans la planification détaillée, au fur et à mesure, évidemment, qu'on vous entend également. On n'a pas énormément de marge de manœuvre, je l'ai dit, on est beaucoup dicté par la date butoir, donc il faut vraiment limiter la portée. Mais ceci étant dit, on peut voir venir les enjeux là, pour pouvoir les adresser le plus convenablement possible. Donc, ce groupe est un appel à tous. Il y a eu une première rencontre le 14 mai. On a eu une très belle participation, puis encore plus aujourd'hui. Je n'ai pas été faire le décompte du nombre de participants et le nombre de CS, mais c'est encore plus que la dernière fois. Il n'y a pas de restriction pour se joindre à ce groupe de travail. On cherche une bonne représentativité des différents services et des différentes tailles de CS. Si vous n'avez pas assisté à une rencontre précédente, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours assister à la suivante. Et les rencontres sont enregistrées et déposées sur la zone client. La zone client dans produits, section générale, comité client. Il y a tous les documents ou les informations, en fait, un récapitulatif de ces groupes utilisateurs-là. Également, pour les invitations, on a fait un envoi selon les listes d'envoi corporatifs qu'on a. Mes collègues ont aussi transmis à d'autres personnes qui ne l'avaient pas reçu. Si vous allez vous abonner à cet endroit sur la zone client, vous allez être certain de recevoir les publications pour les prochaines rencontres. Ils ne sont pas déterminés nécessairement d'avance. C'est vraiment au fur et à mesure qu'on avance et qu'on a de quoi vous présenter qu'on va les convoquer. Il y aura probablement minimalement 2 ou 3 autres rencontres. La dernière fois, on a fait circuler un formulaire de rétroaction qu'on a reçu. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur vos commentaires, observations. C'est intégré dans la présentation. Chacun de mes collègues va aborder selon ce qu'ils ont reçu comme rétroaction. Et un même formulaire va être envoyé aujourd'hui après la rencontre. Ça vous laissera la chance de vous exprimer aisément et
également, si vous avez mis des questions dans le clavardage adressées à Alexandra et qu'on n'arrive pas à adresser toutes ces questions-là, je vous demanderai de les reprendre dans le formulaire. La raison, c'est que votre nom Zoom ne correspond pas nécessairement à votre nom réel et ça va être difficile pour nous de faire le match avec la commission scolaire et de nécessairement vous identifier. Donc, ça va être important, si jamais on n'a pas eu la chance d'arriver à vos questions, de les reprendre dans le formulaire. Et comme ça, on ne les perdra pas de vue. Alors, un rappel aussi sur l'échéancier global. Je vais vous accompagner pour lire ce beau tableau. Donc, la première ligne indique la conception des outils de migration et des services d'implantation pour l'IMO-TC. On est rendu presque à la fin. Le pilotage a lieu cet été et après le pilotage, dès le début septembre, on débute les implantations. Donc, les barres longues qui continuent jusqu'à la fin décembre 2022, ça indique les travaux d'implantation. Pour CFA Pro, les travaux de conception et d'outils de migration commenceront dès le mois de septembre. Le pilotage hiver 2021 et les implantations par la suite. Pour RH, Pour RH, on est en conception des outils de migration, on a bien avancé. J'ai quand même, je vous fais remarquer qu'effectivement, la base, c'est pour la conception des outils de migration et les services d'implantation, c'est un tout. Donc, pour ce qui est des outils de migration, Dani va nous présenter où elle est rendue. Pour ce qui est des services d'implantation, on n'a pas entamé l'analyse encore suffisamment profonde pour ce dossier-là. On n'a rien à vous présenter pour l'instant, ça va être dans une prochaine rencontre. Et le pilotage aura lieu à l'automne et les implantations à partir de fin 2020 ou début 2021. Maintenant, je vais arrêter mon partage et je passe, j'invite Dani Tanguay à partager son écran pour poursuivre la présentation. Bonjour, je vais aller chercher ma portion de la présentation. Je vais aller un peu rapidement. Je vais prendre 2 secondes pour me présenter pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance de travailler avec moi dans le passé. Dani Tanguay, je suis propriétaire de produits de paye et GRH. Donc, j'ai, suite au départ de Claire Daou, repris le dossier qui avait déjà été entamé par Madame Daou, qui n'est plus avec nous, qui a pris sa retraite. Donc, certains d'entre vous n'avaient pas eu l'information, mais le transfert de connaissances a été fait. Donc, j'ai repris le dossier. Au niveau maintenant de ce que je désire vous présenter aujourd'hui, je vais faire un survol des éléments qui sont en cours et avec également une petite présentation des éléments à venir. Donc, vous allez regarder la ligne de temps qui est présentée par Roberta. On a débuté les travaux de conception des outils. Il faut garder à l'esprit que sur Paye et GRH, on vit également d'autres éléments préoccupants, dont tout ce qui a touché à la COVID et à la pandémie. Donc, sur Paye et GRH, on a dû mettre des efforts qui ont ralenti le développement. Et actuellement, on est en support également avec la fin d'année pour vous assister s'il y a des éléments là, qui seraient problématiques. Donc, également des gens dans mes équipes qui supportent les activités quotidiennes. Ceci dit, on voit très bien en termes de développement. Donc, ce qui est fait avance réellement bien et je vais vous le présenter à l'instant. Également, dans le processus qui a été défini, j'ai abordé personnellement 4 commissions scolaires. Je les ai sollicitées pour être des collaborateurs avec moi, pour échanger sur des discussions, sur les outils, regarder également avec eux les banques de données tests qui vont nous faire parvenir. Donc, c'est avec plaisir que je vais travailler en courant de l'été à approfondir, voir si j'ai bien ciblé les besoins et les attentes pour le bénéfice de tous. Puis avec les commentaires que ces 4 commissions scolaires vont m'apporter, ça va me permettre de bonifier les outils en vue de répondre largement aux différents scénarios que je vais vous présenter.
Les 4 commissions scolaires qui ont accepté de travailler avec la GRIX, donc avec moi sur le volet RH, sont les suivantes. Commission scolaire des sommets, commission scolaire de l'énergie, Arikana et Listoby Person. Donc, je voulais les remercier en vous les présentant parce que c'est avec leur collaboration qu'on va s'assurer que nos outils soient performants. Dans le cadre des outils, il faut garder à l'esprit que l'objectif visé, c'est vraiment une simplicité et une convivialité. Donc, les efforts vont être mis de l'avant pour s'assurer que dans la boîte à outils qui va vous être remise, vous ayez le moins d'éléments de travail à exécuter. Donc, on vise vraiment à produire des requêtes qui, si j'ose espérer, vont se limiter à 1 ou 2 requêtes que vos gens à l'informatique vont devoir exécuter avec le support des gens de la GRIX, mais ça ne sera pas une panoplie d'éléments que vous devrez exécuter. On va probablement aller beaucoup plus, puis c'est l'orientation qui est déjà en cours vers une très grosse requête qui va faire la prise en charge de la migration. Déjà, je peux vous annoncer qu'avec la version 4.0.68 que vous allez recevoir fin juin, début juillet, je m'en excuse pour la période, mais cette version sera facultative. Donc, vos gens à l'informatique ainsi que vous pourrez prendre connaissance des éléments à l'intérieur, peut-être à votre retour de vacances, puisqu'il n'y aura aucun élément dans cette version qui sera obligatoire pour le début de la rentrée scolaire. Donc, c'est très important. Malgré qu'on lance une version dans une mauvaise période, vous aurez le loisir de regarder les éléments inclus. Mais à l'intérieur des éléments inclus, vous verrez qu'on a procédé à un nettoyage. Donc, pour toutes les commissions scolaires qui n'ont pas migré à Mosaïque AX, celles-ci voient actuellement des éléments dans leur menu, des éléments dans les requêtes ad hoc, des éléments à l'intérieur de certains écrans qui font référence à Mosaïque. Donc, déjà, pour tous les organismes qui n'ont jamais eu le volet RH, on va s'assurer de déjà vous décharger du vocabulaire des menus, des requêtes, donc tout ce qui avait un lien avec Mosaïque. Vous allez voir qu'avec cette installation de la version, ces éléments vont être retirés par l'installation de la version. Donc, aucun besoin chez vous d'exécuter quoi que ce soit, c'est la console admin qui va faire le travail. Je reviens sur le partenariat avec les 4 commissions scolaires. Je l'espère qu'elles sont avec moi ce matin. Vous êtes à l'écoute. Donc, je vous ai sollicité par courriel. Vous avez répondu rapidement et je vous en remercie. Je devais déjà amorcer quelque chose avec vous. J'ai un peu de retard considérant les activités de fin d'année, mais prochainement, je vais communiquer avec vous. La première chose que je vous ai demandé, c'est de me faire parvenir une banque test complète de votre organisme. Pourquoi? Je veux l'expliquer pour le bénéfice de tout le monde. C'est qu'avec la banque test complète de votre organisme, tous les outils que je suis en train de développer vont être testés. Donc, indirectement, avec votre organisme, on va s'assurer de faire le projet de réappropriation pour vous en travaillant avec vos données réelles. Donc, ça va nous donner une expertise de ce qui va arriver chez vous, mais en même temps avec des situations que nous, dans le fond, on va rencontrer avec vos données. On va faire le travail et, bien entendu, ça va nous faire un plaisir de vous guider plus particulièrement parce qu'on a travaillé avec vos données. Mais pour le bénéfice de l'ensemble des autres organismes, on va normalement être en mesure d'avoir eu un portrait assez global. Dès que les besoins d'accompagnement ou de correction vont s'être un peu calmés par rapport à la version 4.0.166 qui est en cours, qui est une très belle version, mais on a éprouvé quelques difficultés. Et je vais prendre aussi le relais pour vous expliquer que cette version comprend énormément d'éléments qui ont attrait à un projet futur qui est le projet IPOS. Donc, bien entendu, on s'excuse des éléments perturbants qui ont engendré certaines fins anormales. Donc, on est en train de les corriger, ce qui a fait en sorte que les services vous ont déployé une version rapidement. Donc, je reviens sur la conception des outils. Dès qu'on est en accalmie par rapport à la version 166, les travaux vont reprendre et vous aurez des nouvelles pour que je puisse poursuivre la collaboration. Maintenant, entrons dans le vif du sujet.
j'ai pris la peine de vous envoyer un courriel personnel. J'espère qu'il s'est rendu au bon destinataire. J'ai pris les noms qui m'ont été fournis par l'équipe des services ici pour trouver un responsable RH chez vous pour que mon courriel lui soit acheminé. Ce qui est important de retenir, dans la conception des outils qui vous seront disponibles, vous serez segmenté en 3 catégories. Dans le courriel que je vous ai fait parvenir, j'avais explosé en 6 éléments que j'ai restreints pour le bénéfice, pour éviter qu'on ait 6 scénarios. Mais maintenant, les 3 scénarios se résument à 3 choix. C'est très important que dès que je vais communiquer avec vous, autant pour les 4 commissions scolaires du comité que pour la poursuite de nos activités, vous puissiez vous définir dans une catégorie particulièrement. Donc, tous les outils qui seront développés vont tendre à être regroupés dans une boîte à outils spécifique. Donc, les outils pour le choix 1, les outils pour le choix 2 et les outils pour le choix 3. Je vais prendre le temps de les lire à haute voix pour que vous puissiez déjà vous définir dans un choix particulier. Le choix 1. Le choix 1 vise les commissions scolaires qui ont migré à Mosaïque et qui ont, au fil du temps, continué à alimenter les données post et que les données actuelles et futures, donc au moment où les gens des services vont communiquer avec vous pour le plan de migration, vos données devront être à jour. Donc, les données devront être à jour jusqu'au moment où les services vont communiquer avec vous pour vous réapproprier la série post de paye et GRH. Donc, à ce moment-là, si vous êtes un utilisateur que je vais définir actif, les outils qui seront à votre disposition seront les outils du choix 1, donc la boîte à outils qui va être spécifique à une activation des postes de la série poste de paye et GRH pour une commission scolaire qui a maintenu ses activités et qui a poursuivi jusqu'à l'attente de la réappropriation de la série poste de paye et GRH. Tout à l'heure, si je me suis mal exprimée ou si vous avez des questions par rapport à ces 3 choix-là, je vous amènerai à une section questions, puis je pourrai répondre pour m'assurer que vous avez bien compris dans quel choix vous êtes particulièrement. Vous ne pouvez pas être à cheval sur un choix avec un autre. Le choix 2. Le choix 2 vise les commissions scolaires qui ont migré à Mosaïque et, pour une raison qui leur appartient, ont fait le choix de cesser leurs activités sur Mosaïque. Donc, actuellement, si vous vous définissez comme un utilisateur du choix 2, vous avez cessé d'alimenter et de maintenir la gestion des postes ou de la dotation sur Mosaïque AX. Donc, vous êtes l'utilisateur qui va avoir la boîte à outils numéro 2. Pour le 3e choix, qui est le plus simple, vous avez été un utilisateur Mosaïque et pour une raison également qui vous appartient, vous avez cessé vos opérations avec Mosaïque. Mais votre souhait fait en sorte que malgré le projet de réappropriation de la série poste de Mosaïque, vous n'avez aucun intérêt à une implantation de la série poste pour votre organisme. Donc, si vous vous définissez comme un utilisateur du choix 3, donc de la boîte à outils numéro 3, ce que vous allez nous demander, c'est un ménage, c'est de vous réapproprier dans le fond une situation avant migration de Mosaïque AX et vous ne ferez pas l'objet d'une réappropriation ni d'une implantation de la série poste de paye et GRH. Donc, pour vous, la dotation, ça a été une aventure avec le Mosaïque, mais c'est terminé. Votre souhait n'est pas de poursuivre avec la série poste. Je résume. 3 choix s'offrent à vous. Vous devez vous définir à l'intérieur de chacun des choix. Et moi, je vais poursuivre dans le développement et je suis en train de bâtir des outils, donc des requêtes et des éléments qui vont être spécifiques à chacun des 3 choix. Plus en détail, les 3 choix sont les mêmes. Vous vous définissez en fonction des choix sur un utilisateur actif, utilisateur non actif. Donc,
vous avez poursuivi et vous poursuivrez vos activités, ce qui est très important. Il ne faut pas le voir avec un verbe au passé. Donc, vous poursuivrez vos activités sur Mosaïque AX ou non, donc choix 1 ou 2. Et le choix 3, le plus simple, vous avez cessé et vous ne poursuivez pas vos activités et en plus, vous n'avez aucun intérêt pour la série poste. Donc, si on regarde la boîte à outils, au niveau de la boîte à outils de Paye et GRH, on s'entend, puis pour ceux qui comprennent un peu ou qui ont déjà travaillé dans le passé avec la série poste de Paye et GRH, la série poste est un produit qui était mature sur Paye et GRH. Donc, c'est un très beau produit. Avec ce que Roberta vous a annoncé en début de présentation, on vient d'y inclure une gestion au niveau des pièces jointes. J'en reparlerai également un peu plus tard. Donc, on est venu complémenter la série poste. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que malgré le fait que vous étiez avec Mosaïque AX, il existe à l'intérieur de Paye et GRH, les postes ont été gardés puisque la gouvernance au niveau de Mosaïque AX n'avait pas été transférée totalement. Donc, les postes se retrouvent dans Paye et GRH déjà, malgré le fait que vous êtes avec Mosaïque, d'où le terme activation de la série poste et reprise de la gouvernance des postes à partir des postes qui sont déjà présents dans Paye et GRH. Et pour vous, ça sera une poursuite des activités. Le choix 2. Vous avez été un utilisateur de Mosaïque et vous avez cessé. Ce qu'on devra vous demander lorsqu'on va travailler avec vous au niveau de la boîte à outils, c'est est-ce qu'on reprend un nouveau départ complet ou certaines activations de certaines années budgétaires particulières qui ont été faites à l'intérieur de Mosaïque, dans les années antérieures, vous désirez les activer. Donc, on aura à discuter avec vous pour regarder si vous êtes un utilisateur du choix 2, mais que certaines années qui ont été bien travaillées dans le passé puissent être réactivées dans Paye et GRH. Et les années où vous avez cessé vos opérations, donc c'est des années non complètes, ces années-là ne pourront pas être ramenées. Donc, vous aurez un trou au niveau d'une période où vous avez cessé vos activités jusqu'à la période où vous allez reprendre, donc le grand départ, la nouvelle implantation de la série Paye et GRH. Choix 3, bien entendu, c'est un ménage. Et on va vider les tables qui contiennent encore les postes des années qui avaient été conservés sous Paye et GRH. Donc, on va libérer des données qui sont obsolètes puisque votre choix n'est pas de poursuivre avec la série poste. Donc, c'est un grand nettoyage autant au niveau de vos menus, vos écrans, qu'au niveau de vos tables, au niveau de la BD. Je vais juste fermer ça et je vais poursuivre. Pour le choix 1, bien entendu, je répète, et c'est très important, parce que si vous désirez un choix 1, ça sous-entend que vous allez poursuivre vos activités avec Mosaïque AX jusqu'à ce que les équipes de service puissent, au niveau de leur plan, je vais laisser le soin à Martin de vous l'expliquer, au niveau de l'échéancier également. Donc, vos activités sur Mosaïque doivent être poursuivies. Au moment où vous serez rendu le jour J pour la réappropriation de la série poste de Paye et GRH, vous aurez certains travaux. Les travaux vont consister en quoi? Vont consister à s'assurer que les éléments qu'on va réactiver au niveau de la série poste soient en très bon état. Donc, vous aurez des outils qui vont permettre de valider la qualité de vos données. Est-ce que vous avez des postes en attente d'approbation qui doivent être, dans le fond, ça doit être résolu? Est-ce que vous avez des affectations qui sont toujours en attente? Est-ce qu'il y a des années budgétaires qui sont absentes? Est-ce qu'il y a, en fait, gardez à l'esprit qu'avant de migrer au jour J, les services vont vous accompagner dans une période qui va vous demander que vos données soient conformes à la réactivation. Donc, l'activation va demander un peu de travaux préalables. Vos données devront être de bonne qualité. On va vérifier par des requêtes que c'est le cas avant de vous migrer. Comme j'ai bien expliqué ou je l'espère, l'activation des postes au niveau de la série poste doit et exige que les données soient de qualité, puis on va s'assurer d'activer uniquement des données de qualité et on va vous donner des outils qui vont ressortir les anomalies rencontrées. Je reviens sur les 4 commissions scolaires avec lesquelles je vais travailler en pilotage. Ce sont des éléments que je vais valider avec leurs données pour regarder l'ampleur de la situation
et ces outils seront perfectionnés ou améliorés justement pour que lorsque vous allez les utiliser, ça soit très facile pour vous de cibler exactement sans perdre de temps ce qui doit être fait pour écourter le temps de préparation au jour J. Également, je vous ai parlé du transfert de connaissances qui a eu lieu avec Mme Daou au moment où j'ai repris le dossier de la réappropriation. Une donnée qui était un élément important de Mosaïque était la donnée du type de poste. Donc, ce que j'ai compris au niveau des éléments, c'est que certaines commissions scolaires travaillent avec la donnée de type de poste. Et au niveau de PIGRH, on n'avait pas la possibilité, dans le fond, d'avoir une donnée autre que R, qui était le défaut de PIGRH. Donc, actuellement, vous pouvez vous rassurer, la donnée type de poste va être une donnée au niveau de PIGRH que vous allez pouvoir exploiter. Et on vous a rendu au niveau du bouton 3.2.1 la possibilité de venir la mettre à jour directement dans PIGRH. Donc, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir le même comportement au niveau de la donnée type de poste, qui va vous permettre, une fois arrivé que l'activation de PIGRH va avoir été faite au niveau de la série poste, de venir mettre à jour vos postes au niveau de la donnée type de poste par le bouton qui est, dans le fond, une mise à jour massive, qui va vous faciliter, dans le fond, le travail et qui va vous permettre, pour ceux qui le désirent, d'avoir une valeur différente de R, qui est actuellement la seule information possible au niveau de la série poste. Maintenant, autres points qui vont être discutés avec le comité. Comme j'ai parlé au niveau des travaux qui ont été faits sur PIGRH, j'ai un certain retard, ce qui m'amène actuellement à des questionnements. Et considérant que j'ai la participation de 4 commissions scolaires, j'ai des questions à leur adresser qui vont avoir un impact direct sur d'autres outils que je vais développer. Un des éléments qui est encore à l'étude est l'élément suivant. Au niveau de Mosaïque AX, vous aviez l'opportunité d'avoir des pièces jointes qui étaient attachées au niveau de vos affectations de Mosaïque. Au niveau de PIGRH, comme il a été annoncé, la fonctionnalité maintenant, avec la version 4.0.168 de PIGRH, va permettre à l'ensemble des gens qui ont la série poste de permettre de conserver des lettres et contrats autant aux affectations, on l'a également ouvert au poste et au dossier de l'employé. Mais ce qui est important et ce que je désire discuter, c'est le passage des lettres actuellement présentes, des lettres et contrats actuellement présentes sur Mosaïque AX vers PIGRH. Je vais en discuter avec le comité. Mais ce qui est sûr et certain jusqu'à présent, c'est que la fonctionnalité qui est ouverte sur PIGRH va vous permettre de conserver des pièces à l'intérieur de PIGRH. Mais le travail qui va être fait n'est pas d'attacher pour vous les lettres et contrats qui sont déjà attachés à une affectation sur Mosaïque et de venir l'attacher à l'affectation de PIGRH. On vous offre la fonctionnalité, mais ce qui est en jeu et ce qui va être discuté, qui est également un processus que M. André Richard, au niveau de Dauphin, a mis en place pour extraire les pièces, c'est de les conserver sur un répertoire, mais elles ne seraient pas réattachées directement aux affectations de PIGRH. Comme je vous dis, les outils par rapport à ça ne sont pas encore faits, ne sont pas encore développés, et je vais entendre le comité avec leurs préoccupations. Puis je vais vous revenir dans une prochaine rencontre sur la décision et si les outils mis en place répondent ou ne répondent pas aux besoins avec transparence, je vous en ferai, dans le fond, le compte-rendu au moment opportun. Un autre élément qui est à l'étude actuellement, c'est une contrainte qui avait été liée au poste, en fait, à la structure des postes au niveau de Mosaïque. Ce que je comprends, puis je ne suis pas une experte Mosaïque, vous l'êtes sensiblement peut-être plus que moi au niveau de Mosaïque AXRH. Moi, j'ai resté au niveau de PIGRH, mais ce que j'ai compris, c'est que les commissions scolaires qui avaient, exemple, un poste avant de migrer à PIGRH, mais un poste qui comprenait plusieurs lieux de travail, vous avez été obligé avec Mosaïque AX d'éclater le poste, donc d'avoir plus d'un poste, puisque vous n'aviez pas la possibilité dans Mosaïque d'avoir un poste incluant plusieurs lieux de travail. C'est ce que j'en ai compris.
Le fait de revenir à PayGRH, bien entendu, vous pourrez à nouveau avoir un seul poste incluant plusieurs lieux de travail. Mais l'activation actuellement des postes que je vais faire au niveau des postes qui sont déjà sur PayGRH ne me permet pas de ramener les postes qui ont été éclatés dans Mosaïque sous un seul poste de PayGRH. Donc, vous vous retrouvez à plusieurs postes dans Mosaïque. Donc, indirectement, moi, dans PayGRH, lorsque je vais faire l'activation, je vais retrouver plusieurs postes. Mais tous ces postes ne sont pas nécessaires puisque dans la série postes, la facilité existe d'avoir un poste ayant plusieurs lieux de travail. Je vais regarder avec le comité de travail comment on va pouvoir gérer la situation, mais jusqu'à maintenant, avec la compréhension de mes équipes sur ce qui est possible de faire, je sens déjà une embûche. Je vais en discuter avec le comité, mais je voulais avec transparence vous dire qu'on sent une embûche pour vous permettre d'utiliser un seul poste au moment de l'activation. Gardez à l'esprit que pour la prochaine année, lorsque vous aurez migré avec la gestion de la série poste de PayGRH, cette ambiguïté ou cette embûche va être résolue puisque dans la série poste, la problématique ne s'est jamais posée. Elle se posait uniquement avec Mosaïque. Mais pour la période de transition, donc l'année où vous allez transiter ou migrer avec le jour J, tout dépendant du plan, j'ai une embûche. Je vais en discuter avec le comité et je vous reviendrai avec la suite des discussions pour voir qu'est-ce qu'on est en mesure de faire pour les commissions scolaires qui ont fait l'usage de postes liés dans Mosaïque et qui ont un volume quand même suffisant pour lesquels c'est peut-être quelque chose qui est moins agréable de se faire dire aujourd'hui par moi que c'est une embûche pour PayGRH. Donc, je vais regarder, on va en discuter avec le comité, puis je vais vous revenir avec honnêteté sur ce qui est capable d'être fait pour vous permettre, dans le fond, un passage plus agréable sans trop d'intervention manuelle. Maintenant, j'arrive à la fin de ma présentation. Une prochaine présentation va vous donner la suite des éléments lorsque je vais avoir eu la chance de travailler avec le comité. Donc, les réponses suite à ces questions qui sont en cours probablement vont avoir été résolues. Maintenant, je voudrais vous demander, moi, ça met fin à ma présentation RH. Est-ce que, Alexandra, on peut demander aux gens s'ils ont des questions ou comment vous pouvez les formuler sur le chat ou le formulaire? Mais moi, j'avais prévu peut-être répondre à certaines questions. Je laisse Alexandra poursuivre pour vous donner l'orientation sur les questions. Dani, pour l'instant, j'ai eu une seule question pendant ta présentation. J'en ai eu une avant pour Roberta. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le point? J'en ai que deux pour l'instant. On peut faire le point et ensuite prendre la pause. Ça me convient. Alors, Roberta, est-ce que c'est officiel que la solution retenue soit Sagir? Est-ce qu'il y a eu une annonce officielle pour ça? C'est une question de Marc Côté. En fait, ce que j'ai pas entendu l'annonce moi-même, mais ce qu'on m'a dit vraiment, c'est que l'orientation, c'est de se positionner versus Sagir. C'est la solution qui va être privilégiée. Est-ce que la décision est finale? Je ne crois pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que il faut vraiment tenter que ça soit cette solution-là, vu que c'est une solution qui est déjà dans l'administration publique. Donc, c'est privilégié. Maintenant, jusqu'où va aller les efforts pour que ça fitte, je ne sais pas. Et comment ils vont combler les écarts à ce moment-là, je ne peux pas répondre. Mais il y a un dossier d'affaires qui débutera. J'ai pas la date de début. Je sais que ça va débuter bientôt, mais je peux pas vous dire quand. D'après moi, c'est à l'automne ou c'était la cible originale. Le dossier d'affaires permet de creuser justement sur l'écosystème, les écarts possibles et tout ça. Donc, selon moi, c'est à ce moment-là qu'il y a des éléments de réponse qui vont sortir puis que, en fait, les gens de projet auront un portrait plus réel et plus profond des écarts et des possibilités avec cette solution-là. Merci Roberta. Et pardon, pour Dani, pendant ta présentation, Jonathan a demandé, Jonathan de Listerby Person, la banque complète a été envoyée il y a 2 semaines. Est-ce qu'il faut la renvoyer à nouveau? Non, pas du tout. Les efforts, dans le fond, on va les faire avec
avec les banques, avec les outils présents. Donc, merci beaucoup pour la réception de la banque. Comme j'ai mentionné, j'ai dû arrêter le travail dû à d'autres éléments là, qui sont en lien avec votre fin d'année, mais ce n'est pas nécessaire d'en renvoyer une autre. On va faire les travaux. Dans le fond, tous les outils, tout dépendant de la situation, on va tester dans le fond nos 3 boîtes à outils sur vos banques. Puis par la suite, moi, je vais communiquer avec vous pour que vous me précisiez si vous vous situez dans le choix 1, boîte à outils 1, 2 ou 3, pour que je puisse m'assurer que les outils, en fonction de votre choix, dans le fond, quel est l'état de vos données, si on est en mesure de peaufiner nos outils. Donc, merci beaucoup pour la réception de la banque, mais dès que je peux, je vais faire un suivi avec vous. Avant de passer la parole à André Richard, je vous inviterai simplement à aller prendre connaissance dans le clavardage d'Annie Tanguay qui vous lance une question. Vous pourriez lui envoyer la réponse à sa question directement adressée à Dany Tanguay dans le fond, dans le clavardage. André, c'est à toi. Je prends la parole, on m'entend bien? Oui, on t'entend bien. Excellent. Ben, bon matin à tous. Merci d'être là avec nous. Je me présente, André Richard, propriétaire de produits à la GRIX, qui travaille principalement sur les outils de migration, de comptabilité client et immobilisation. On s'avait vu dans la première rencontre du comité des aviseurs, on avait présenté la solution présentement pour les immobilisations et la comptabilité client. Ce matin, c'est un retour sur vos questions. Donc, je vais éclaircir quelques questions. Je ne répondrai peut-être pas à toutes les questions, toutes les subtilités. Il faut dire qu'on est encore en développement de la solution. Donc, il y a des choses qui changent, il y a des choses qu'on modifie. Donc, ça se peut que ça s'éclaircisse éventuellement. On va avoir d'autres rencontres comme celle-là dans le courant peut-être de l'été, peut-être en fin de l'été. Je vais revenir sur ça. Je vais commencer par vous partager mon écran. Je vais revenir sur la présentation. Excellent. Un petit rappel, vite. Nous sommes présentement en train de concevoir les outils de migration pour la comptabilité client et les immobilisations. On devrait rentrer en phase de pilotage au début juillet. Donc, on va tester sur une banque et de tester nos outils et valider qu'ils sont corrects. On va piloter autant, nous, au niveau du développement des outils de migration que la formation. Puis, mon collègue en parlera un petit peu plus tard au niveau des services. Et on devrait commencer à faire l'implantation en septembre 2020. Donc, comme j'avais dit ce matin, c'est un peu un retour sur ce qu'on avait vu la dernière fois. En fait, c'est plus des réponses à vos questions. Je voulais prendre le temps de vous remercier d'avoir répondu sur le formulaire à nos questions, nous avoir donné de la rétroaction. C'est super utile pour nous autres. Ça nous aide beaucoup, beaucoup. Donc, c'est très, très apprécié. Première des choses, on m'a parlé beaucoup des outils de recherche. Donc, on avait dit dans le comité aviseur, dans la dernière rencontre, qu'on allait développer un outil de recherche qui sont principalement des requêtes SQL qui vont vous permettre d'aller chercher toutes les transactions possibles. Que ce soit une facture financière, le détail de la facture financière, des postes comptables, que ce soit les écritures de journal, les transactions des immobilisations. Donc, toutes les données que vous aviez dans Mosaic vont être retournées dans une base de données qu'on appelle, nous, MosHisto, dans laquelle vous allez pouvoir faire des transactions SQL. Ensuite de ça, vous allez pouvoir l'intégrer avec différents logiciels. Vous pouvez utiliser Excel, Power BI, Tableau, Access. J'en nomme quelques-uns, mais il y a une panoplie de logiciels qui vous permettraient d'exploiter ces données-là. Ça sera libre à vous. Nous, on va monter des vues pour vous. Donc, il va vous permettre d'aller chercher des informations essentielles sur immobilisation de comptabilité client. J'avais beaucoup de questions par rapport à ces outils-là. En fait, ils sont encore en développement. Ce que je propose, c'est qu'on va faire une démonstration pendant le courant de l'été pour que vous puissiez voir c'est quoi, puis déjà commencer à réfléchir comment vous allez pouvoir le gérer. Mais la responsabilité de la sécurité et de la confidentialité, ça va vous appartenir. Nous, on va vous donner toutes les données qu'il y a dans Mosaic AX, à peu près tout. Là. Il y a des données sensibles, confidentielles, qu'on va éliminer des bases de données, tel le numéro d'assurance sociale des employés, on ne veut pas que ça se retrouve là et ça existe déjà dans un autre système. Donc, on va simplement l'épurer au lieu d'aller avoir à chiffrer cette base de données. Quand on va vous remettre la base de données, c'est sûr que ça va être à vous de gérer la sécurité et la confidentialité. Donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient des questions par rapport à ça, comment ils vont pouvoir faire la sécurité. Ça sera à déterminer en temps et lieu. Puis là, présentement, on est encore en train de développer les outils. On m'a demandé aussi la taille des bases de données de cette base de données-là qu'on va vous remettre pour la mettre localement chez vous parce qu'on a déjà des soucis
comment on va adapter nos serveurs, l'espace qu'on a besoin sur nos serveurs locaux pour mettre cette base de données-là. Ça varie énormément entre les CS, c'est de la grosseur de la CS. Fait que présentement, je n'ai pas de données brutes pour ça. Quand je ferai la démonstration, j'irai essayer de chercher une moyenne qui dit à peu près, dans la moyenne, ça tourne aux alentours de ça, si on est une moyenne CS. Mais il n'y a pas de chiffre exact qui est la même pour tous, parce que ça varie dépendant de votre taille et le nombre de transactions que vous avez. On m'avait aussi parlé des immobilisations et de la centralisation des MAO. Dans Mosaic, on vous avait beaucoup invité à décentraliser les fiches d'immobilisation parce que c'était beaucoup plus facile à suivre dans Mosaic. Quand c'était décentralisé, ça vous permettait d'aller rechercher les écritures comptables décentralisées. Dans le cas où vous avez besoin de savoir c'est quoi mon matériel de bureau pour telle école. Donc, c'était très utile. Là, quand on retourne dans Dauphin, les fiches, les gens ils aiment moins ça. Ça fait beaucoup, beaucoup de fiches. Est-ce que c'est possible de retourner à des fiches MAO centralisées? Ça l'est possible. Par contre, nous, quand on va faire la migration, on va vraiment répliquer ce qu'il y a dans Mosaic et on va venir le mettre dans Dauphin. Donc, si vous voulez centraliser vos fiches MAO, vous pourriez, mais par contre, il faut faire une écriture comptable pour aller enlever les montants qui sont sur des départements puis les mettre sur un poste centralisé qui commencerait par du 00, du 001 à votre guise. Donc, il faut faire une écriture comptable et ensuite de ça, aller changer les postes comptables sur les fiches d'immobilisation dans Dauphin. Sachez que toutes les fiches qui vont être fermées, qui vont être mises au rebut, nous, on va les mettre au rebut aussi dans Dauphin, on va les fermer. On va probablement vous donner des outils qui vont permettre de filtrer, d'enlever ces fiches-là pour pas qu'il y ait une panoplie de fiches qui ne servent à rien et qui viennent polluer l'écran. On m'a posé des questions aussi au niveau des transactions d'immobilisation dans Dauphin et des rapports en lien avec les transactions. En réalité, nous, quand on va migrer de Mosaic à Dauphin, toutes les transactions d'immobilisation, donc les acquisitions, les amortissements, on va venir les rentrer dans l'étape par en arrière comme s'ils avaient déjà existé dans Dauphin. En réalité, les dépenses, quand la capitalisation, donc les dépenses capitalisables qui montent dans Mosaic, passent aussi par Dauphin, fait qu'ils sont déjà là. Fait que nous, ce qu'on vient habituellement rajouter, ce sont les amortissements ou les ajustements qu'il y a eu sur des fiches. Donc, tous les rapports que vous aviez fait de personnaliser qui fonctionnaient dans Dauphin vont continuer de fonctionner. Il n'y a rien qui ne devrait pas fonctionner. Parce qu'on utilise les mêmes tables et on ramène toutes les transactions. Au niveau de la comptabilité client, c'est là que c'est un peu différent, dans le sens qu'on va ramener les soldes par facture. Donc, vous allez être capable de gérer les soldes des clients par facture, mais on ne viendra pas mettre les postes comptables qu'il y avait dans la facture d'origine. On va vraiment faire des écritures nulles de compte client à compte client pour venir juste affecter l'auxiliaire. Parce que comme on l'avait dit quand j'ai fait ma première présentation, dans Dauphin, toutes les écritures comptables existent. C'est vraiment l'auxiliaire qui ne balance pas. Fait que notre mandat, c'est de faire correspondre l'auxiliaire au poste comptable. Et il y a déjà des transactions qui sont rentrées d'un côté dans Dauphin. Fait qu'il faut juste venir le mettre de l'autre côté. On m'a posé beaucoup de questions par rapport aux travaux que les CS peuvent faire en amont aussi. On n'a pas des réponses pour ça encore sur tout. On est en train d'explorer, nous, la comptabilité client puis les immobilisations. On rentre en pilotage, on va tester notre solution, on va la mettre à l'épreuve. Une fois qu'on va avoir fait ça, je crois que ça va être important aussi qu'on se rencontre et qu'on puisse peut-être diffuser les travaux que vous pouvez faire en amont. Puis c'est quoi ces travaux-là? Puis ça consiste en quoi? Disons, par exemple, la comptabilité client, mais faire le ménage au niveau de vos clients dans Mosaic, mais vous pouvez commencer dès maintenant à le faire. Donc, on va vous donner peut-être des guides, des gabarits qui vous permettent d'aller commencer à faire ce ménage-là. Puis éventuellement, on va rentrer avec la comptabilité fournisseur et l'approvisionnement, ça va être la même chose. Peut-être qu'on va vous diffuser assez rapidement l'information dès qu'on va l'avoir. Comme ça, vous allez pouvoir déjà faire du travail en amont. Vous ne serez pas obligé d'attendre qu'on arrive pour faire la migration, pour faire ce travail-là. Donc, on va prendre un peu d'avance sur ces travaux-là. Tout ce qui est des enjeux techniques et fonctionnels qu'on va découvrir à force d'avancer dans le projet, bien, ça va être diffusé aussi rapidement. On va essayer de garder une transparence sur tous les niveaux puis de vous le diffuser rapidement avec des rencontres fréquentes comme celle-là. S'il y a des changements au niveau de la solution, même chose, on va vous le diffuser. J'avais une CS aussi qui m'avait parlé de revenus reportés qu'il avait créé avant la migration dans Dauphin. Il y avait des fiches avant qu'on rentre dans Mosaic. Sachez que nous, on va ramener les revenus reportés. Les gens qui ont fait des revenus reportés dans Mosaic, ça va être ramené dans Dauphin et on a modifié le logiciel Dauphin pour que ça fonctionne. Ceux qui avaient créé des fiches avant, mais on n'avait pas vu ce cas-là. En fait, on l'avait en tête, mais on ne l'a pas vu et on ne l'a pas encore exploré. Ça va être fait pendant l'été. Puis, on va analyser c'est quoi l'impact. Mais d'après moi, nos outils ou nos scripts de migration présentement devraient en prendre compte. Mais ça sera bien exploré pendant le courant de l'été.
Il y avait aussi des questions au niveau des pièces jointes des documents. Daniel me parlait tantôt, puis Roberta aussi. Nous, dans Achat et Dauphin, il n'y a pas de possibilité de mettre des pièces jointes sur les transactions ou sur les fiches du client ou sur toutes les entités dans le système. Donc, quand on va ramener les pièces jointes de Mosaic, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sortir de Mosaic et on va les mettre sous une arborescence. Il y avait des CS qui avaient ça de l'avoir par département pour pouvoir justement, surtout quand ils étaient décentralisés, de pouvoir dire bien, ça appartient à telle école, ça appartient à telle école. Présentement, ce n'est pas l'arborescence qu'on a choisi parce qu'il y a plusieurs documents que nécessairement, il n'y a pas de département responsable. Les lettres de recouvrement, les relevés de compte, les relevés d'intérêt. Des fois, il n'y a pas de département d'assigné sur un document. On est encore en train de voir comment on va faire le répertoire. Puis ça aussi, on va vous le diffuser dès que ça va être bien défini, coulé dans le béton. Mais présentement, ça a été plus une arborescence du style client. Dans mon client, j'ai des factures. Mais avec le numéro de client, on peut retrouver rapidement les transactions par rapport à ce client-là. Ça sera à voir si c'est mieux de faire par département responsable. Mais si on le fait de ce côté-là, bien, il y a des documents qui vont être assignés plus à la fiche client. C'est tout le temps un arbitrage entre ce qui va être le plus pratique dans l'ensemble. On est en train de regarder ça. Sachez qu'on va vous revenir lorsque ça va être défini. Il y avait des gens en fait, qui soulevaient des points qui aimeraient ça peut-être abandonner un module comme la comptabilité ou l'approvisionnement dans certaines écoles. Présentement, on ne se positionne pas par rapport à ça. D'abandonner un module, ça fait nous, on est encore en train de conceptualiser les outils de migration pour comptabilité client IMO. On va commencer CF, comptabilité fournisseur et approvisionnement dans le courant de l'été. Donc, les gens qui vont abandonner des modules, nous, ça va nous occasionner des scénarios qui sont différents. Donc, ça se peut qu'on arrive chez vous et qu'on ne soit pas capable de vous supporter pleinement ou qu'on ne soit pas capable de ramener les transactions qu'on veut ramener, qui peut engendrer des problèmes. Donc, on ne vous suggère pas de faire ça ou du moins attendre qu'on ait éclairé assez toute l'information qu'on a besoin pour vous donner des directives bien précises sur ce type d'approche-là. Mais pour l'instant, on ne vous suggère pas du tout de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes aussi qui sont connexes, comme CIMAC, qui vient puiser de l'information dans les systèmes et qui a besoin d'aller consulter dans la comptabilité fournisseur les transactions comme les factures fournisseurs, surtout ceux qui génèrent une sortie de fonds. Il y a des enjeux, il y a des systèmes connexes qui viennent se connecter. Ce n'est pas aussi simple que dire oui, on arrête d'utiliser le module. Il y a vraiment des enjeux en arrière. Puis on veut toutes les analyser avant de vous dire oui, vous pouvez faire ça ou pas. Là, présentement, on n'est pas rendu là, mais ça avance énormément. Puis pour la comptabilité client et immobilisation, ça avance beaucoup. Maintenant, au niveau du calcul des amortissements, il y a 2 semaines, on a détecté un enjeu. C'est un enjeu qui a une importance, mais présentement, on ne connaît pas l'ampleur de cet enjeu-là, puis c'est ce qu'on est en train d'analyser, puis on va travailler là-dessus pendant le courant de l'été. Je vais vous présenter l'enjeu, je vais vous montrer un exemple, puis ensuite de ça, on regardera notre orientation par rapport à cet enjeu-là, puis où on en est par rapport à ça. Premièrement, l'enjeu, c'est quoi? Mais quand on retourne les immobilisations, toutes les transactions d'immobilisation dans Dauphin, si vous aviez créé en fait des dépenses, ajouté des dépenses après la date de mise en service dans Dauphin sur une fiche d'immobilisation et que cette fiche-là, elle n'était pas finie d'amortir dans Dauphin et qu'on l'a migrée dans AX, mais quand on va la ramener dans Dauphin, ça va générer des écarts. Ça se peut que ce soit des écarts qui sont non matériels, mais ça se peut que ce soit très, très dérisoire, comme ça se peut que ça ait un impact énorme. Nous sommes en train de l'étudier. Il y a 4 facteurs qui jouent sur ce type d'enjeu-là. En fait, le montant des dépenses qui sont enregistrées après la date de mise en service, la période dans laquelle on a rajouté cette dépense, puis la date de mise en service. Donc, ma date de mise en service de ma fiche d'IMO, c'est aujourd'hui, mais si je rajoute une dépense dans 2 ans avec un montant substantiel, bien, ça va avoir plus d'importance. Et le nombre de calculs d'amortissement qui a été fait dans Mosaic. La date de la dépense aussi versus la date de mise en service, ça aussi, ça a un enjeu. C'est les 4 facteurs qui font en sorte que l'écart pourrait être plus grand qu'un autre. Donc, si l'ACS, c'est une pratique, habituellement, on ne vient pas mettre souvent des dépenses après la date de mise en service pour des projets. C'est sûr qu'il y a tout le temps des petites rectifications avec les fournisseurs après les mois qui courent, mais c'est rare aussi que les gens vont venir 2-3 ans après mettre des grosses dépenses. Écoute, ça peut arriver. On a vu des cas comme ça. La base de données qu'on a étudié le problème, on avait des écarts totaux lorsqu'on retournait dans Dauphin d'à peu près 11 000 $. On considérait que ce n'était pas matériel. Ça pourrait l'être pour une autre CS. Je veux juste rappeler des faits avant de regarder un exemple concret. Les dépenses capitalisables sont tous enregistrées dans Dauphin. Donc, quand vous faites un achat, vous le enregistrez dans Dauphin. Pour ceux-là qui ont IMO et comptabilité client et qui n'ont pas comptabilité fournisseur, donc, ils font les dépenses directement dans Dauphin.
Et ensuite de ça, vous montez les dépenses dans Mosaic par l'entremise d'un fichier qui s'appelle ACQ Dauphin. Donc, vous faites votre suivi des dépenses et vous allez accrocher encore vos dépenses avec vos fiches d'IMO dans Dauphin. Donc, toutes les dépenses que vous avez faites existent encore dans Dauphin et ils sont accrochés après les fiches d'IMO. Fait que ça, pour nous, c'est un enjeu parce que quand on retourne les transactions, on ne vient pas retourner les acquisitions, ils sont déjà là. Il faut juste s'assurer qu'ils balancent, qu'il n'y a pas eu des ajustements. Dans Dauphin, la période d'amortissement, elle s'applique pour chaque dépense. Donc, si on ajoute une dépense après la date de mise en service, la durée de cette dépense-là va débuter à la date de la comptabilisation. Donc, j'ai une date de mise en service, une fiche d'IMO au 30 juin. Le 31 juillet, je rajoute une dépense, mais la dépense va être amortie sur 25 ans à partir du 31 juillet. Le reste des dépenses à partir du 30 juin. Donc, chaque dépense est indépendante et va être amortie pleinement donc, sur le 25 ans. Si je rajoute une dépense dans un an, bien, dans un an, cette dépense-là va commencer à être amortie et elle va être amortie sur 25 ans. Dans AX, c'est complètement différent. En réalité, quand on rajoute une dépense après que la fiche est mise en service, la dépense va être amortie sur le nombre de périodes qui restent à cette fiche-là. Et donc, elle va s'amortir sur une moins grande période. Lorsqu'on a migré les données de Dauphin à AX au niveau des immobilisations, mais les dépenses ont été fusionnées parce que dans la fiche dans AX, c'est pas chaque dépense vit de façon indépendante, c'est la fiche qui vit et cette fiche-là, elle vit pendant 25 ans. Donc, on amortit pendant 25 ans toutes les dépenses qui sont dans cette fiche-là. Si je rajoute des dépenses, elle va être amortie sur le nombre de périodes qui restent sur cette fiche-là. Et donc, on a fait des agrégats et le nombre de périodes restant sur cette fiche-là, ben, c'est le nombre de périodes depuis le début de la mise en service. Donc, si on a rajouté des dépenses après la date de mise en service, ce qui fait en sorte que ces dépenses-là vont être amorties plus rapidement dans Mosaic qu'ils seraient dans Dauphin. Donc, puis, généralement, la plupart, en fait, la presque totalité des écarts qu'on a observés, ce sont des écarts où on est allé chercher une plus grande dépense d'amortissement dans Mosaic que dans Dauphin. Des fois, c'est des sous, des fois, c'est des dollars. Comme je dis, dans la banque qu'on a étudiée présentement, c'était quelque chose comme 11 000 qui tournent aux alentours. Quand on retourne dans toutes les informations de AX dans Dauphin, bien, le système, lui, il recalcule. Puis Dauphin, il est fait la vieille école, il recommence tout le temps les calculs depuis le début et il veut venir faire des ajustements quand les soldes, ou en fait, le montant calculé par mois ne correspond pas à celui qu'il y avait. Nous, on retourne les amortissements qui sont dans Mosaic par mois. Et ensuite de ça, le système dit, bien là, il y a des petits écarts entre ce que moi j'aurais calculé et vous. Et là, il nous fait un ajustement automatique. De changer la méthode de fonctionnement du calcul dans Dauphin, c'est exhaustif, ça demande énormément de développement, on ne pourra pas aller vers là. Ça a beaucoup d'impact, de ramifications aussi avec les rapports trafic, les rapports mensuels trafic. Et c'est des logiciels qui ont été développés dans les années 80, donc il y a beaucoup de choses qui pourraient générer des enjeux ou des risques. Donc, on ne voulait pas aller dans le développement. On ne corrigera pas ça de cette façon-là. On n'ira pas au niveau du devant, mais on va prioriser des solutions qui sont comptables. Je vais revenir là-dessus. Je vais vous montrer un exemple concret de ce phénomène-là. Donc, j'ai une fiche dans Dauphin d'amortissement. Sachez aussi que la présentation est enregistrée, puis probablement qu'on va vous remettre le PowerPoint, fait que vous pourriez le consulter là, si vous avez manqué des détails. Là. Puis les gens que ça touche moins, peut-être que ça va être plus dur à suivre. Là. Donc, j'ai une fiche dans Dauphin d'immobilisation dans laquelle je rentre des dépenses. Je rentre une première dépense le 4 février, un 60 000 un autre le 12 juin, un 20 000 et là, au 30 juin 2020, je commence à amortir cette fiche d'immobilisation. Donc, elle commence à être amortie en partie de juillet. C'est tout le temps le mois après la date de mise en service. Donc, au 1er juillet, ça commence à être amorti. On se retrouve le 15 juin, puis on rajoute une dépense. Donc, je rajoute une dépense et là, je rajoute un 10 000 et elle va être amortie sur un mois. Ce qu'on peut observer ici, c'est que dans Dauphin, le calcul pour regarder c'est quoi l'amortissement, c'est tout le temps, c'est bête et méchant. Là, il commence tout le temps du début. Il dit, moi, j'ai 60 000 je le divise par 20 ans, en fait, et je vais le diviser par mois, divisé par 12. Donc, c'est 250 par mois. Pour un an, ça me donne 3 000 Même chose pour ma deuxième dépense, même chose pour ma troisième dépense. Elle est amortie juste un mois parce qu'on a commencé à l'amortir à partir du 15 juin, mais on avait mis la date de mise en service au 30 juin. Mais le 15 juin 2021, je rajoute une dépense. Donc, elle, un mois au 31 juillet, il y a un mois de calcul. Donc, jusque-là, tout est normal. On est dans Dauphin seulement. Disons qu'en août, le 1er août, on migre vers Mosaic.
Donc, on migre tout ça. On va aller chercher le 90 000 qui existe dans Dauphin. On l'a migré dans une seule fiche dans Mosaic. Dans Mosaic, il prend le 90 000 et il va aller prendre l'amortissement accumulé, donc le 4 041,67, et il va le diviser par le nombre de périodes restantes, 228. 228, d'où vient ce chiffre-là, 228? C'est depuis la date de mise en service. Je revenais sur la slide avant. Là. Si on regarde les 2 premières dépenses, eux, ils ont été amortis à partir du 30 juin 2020. Donc, ils ont été amortis 12 fois. Donc, c'est une dépense qui était sur 20 ans. Donc, 20 ans fois 12 mois, moins les 12 mois, on tombe à 228 périodes. C'est ce mot. Si on regarde la dernière dépense, elle est à 239. Donc, il restait 239 périodes d'amortissement. Dans Mosaic, on met une seule période qui est 228. Fait qu'il prend ce total, il a fait un agrégat des dépenses et là, il l'amortit sur 228 périodes. Et donc, l'amortissement mensuel est de 377 et 1. Si on regarde les deux, un à côté de l'autre, on peut remarquer que dans Dauphin, comme je disais, c'est bête et méchant, il calcule tout le temps le 60 000 divisé par 20, divisé par 12, et il s'attend à avoir 250 $ par période pour cette dépense-là. La deuxième dépense, tel montant, troisième dépense, tel montant. Tandis que dans Mosaic, c'est global et c'est un montant. Et on voit là, ici clairement l'écart entre ce que Dauphin calcule et Mosaic. Donc, on avait 374,99. Dans Mosaic, c'est 377 et 1. Quand on ramène ça dans Dauphin, si on avait juste un mois, il nous proposerait un ajustement de 2 et 2. Donc, il voudrait venir diminuer la dépense d'amortissement de 2 et 2 pour... en fait, il va le faire à la date de la migration. Il faut prendre en considération, comme j'ai dit tantôt, il y a 4 facteurs qui jouent sur cet écart-là. Le montant de la dépense qui est mis après la date de mise en service, le nombre de mois qu'on était dans Dauphin, qu'on est allé dans Mosaic et on a fait de l'amortissement dans Dauphin, et le montant de la dépense. Ici, c'est une dépense de 10 000 sur c'est quoi l'impact sur un mois après 12 mois de mise en service. C'est-à-dire 10 000 12 mois après la mise en service, puis j'ai fait un amortissement d'un mois dans Mosaic. Si je l'aurais fait sur 12 mois, ben c'est 12 fois 2 et 2. Fait qu'on voit que ça, c'est pas très matériel. Ça ne génère pas des écarts qui sont énormes et même qu'on pourrait les absorber facilement sans même avoir à en discuter. Où on en est présentement? On a analysé l'écart dans deux BD présentement. C'est les deux qu'on a analysés. Une qui était non matériel, l'autre c'était aux alentours de 11 000 $. Ça aussi, on considérait que c'était non matériel. Donc, on va continuer notre analyse en cours. On a fait une rencontre il y a à peu près 2 semaines avec 10 CS qu'on a ciblés. On a leur demandé leur collaboration pour qu'ils nous envoient leur base de données puis qu'on puisse analyser réellement cet écart-là. Puis on a pris aussi les CS qui ont qui ont de l'envergure, donc beaucoup de fiches d'immobilisation pour être sûr de voir c'est quoi l'impact réel de ce retour vers Dauphin. Donc, les 10 CS qui ont été ciblés, c'est CS de Montréal, Marguerite Bourgeois, Marie-Victorin, CS de Laval, des Patriotes, de Première Seigneurie, Pointe-de-l'Île, English Montreal, des découvreurs, CSSMI. Donc, ces 10 CS-là, ils nous ont déjà envoyé leur base de données. En fait, je pense que ça finissait hier. Donc, on a déjà récupéré les 10 bases de données Dauphin et Mosaic. Et là, on va tester c'est quoi l'écart. Puis, on va regarder, voir est-ce que c'est réellement matériel, est-ce que c'est vraiment un problème en soi ou c'est des pacotilles, dans le sens c'est des petits écarts qui sont tout à fait normaux et même acceptables. Si on se rend compte que c'est non matériel, ce qu'on va prioriser, c'est une solution comptable. Donc, on va vous proposer une écriture comptable qui va venir renverser la dépense, en fait, la récupération de la dépense d'amortissement. On va venir la renverser à la période de la migration et on va la provisionner. Et on va vous suggérer de l'étaler dans le temps, donc de faire une écriture annuelle ou au 6 mois, au trimestre, comme vous voulez, et là, de venir l'étaler sur la même période de temps que vous étiez dans Mosaic. Et cette période-là, elle est abstraite, là, dans le sens c'est un choix qui est logique parce que c'est le même nombre de périodes que vous étiez dans Mosaic. C'est le nombre de périodes sur lesquelles l'écart s'est créé en revenant dans Dauphin, mais c'est arbitraire dans le sens que vous pourriez l'amortir comme vous voulez. Nous, présentement, on est en discussion aussi avec le ministère des Finances, avec Mme Plante, service des Finances, directrice des services financiers, et on va retourner une fois qu'on va avoir une image claire et nette de cet écart-là, pour proposer une solution qui répond à peu près à tout le monde, mais c'est vraiment la solution qu'on privilégie pour l'instant. Si vous avez des questions, là, tantôt, je vais pouvoir y répondre par rapport à ça. N'hésitez pas. Là. Autre sujet que je voulais vous parler aujourd'hui, le calcul des intérêts. Lorsque vous allez retourner dans Dauphin, ça va être possible de calculer l'intérêt. Il n'y a aucun problème. Tout le monde peut commencer à calculer l'intérêt dans Dauphin.
nous, on va venir injecter une date de dernier calcul à partir du jour de migration. Fait qu'on va calculer des intérêts à partir du jour où vous allez migrer. La seule chose, c'est que les gens qui calculent l'intérêt dans Mosaic, quand vous allez retourner dans Dauphin, ça se peut que vous vouliez attendre d'avoir épuré déjà les factures d'intérêt. Parce qu'on va ramener les factures d'intérêt qui ne sont pas payées qu'un seul, on va les ramener dans Dauphin. Et dans Dauphin, le calcul d'intérêt, on ne va pas venir changer la fonctionnalité. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il calcule l'intérêt sur toutes les factures. Il va calculer de l'intérêt, en fait, sur la facture d'intérêt. Donc, vous allez charger à votre client de l'intérêt sur de l'intérêt. C'est comme ça dans Dauphin. Puis dans Dauphin, ça va rester comme ça, dans le sens que, éventuellement, après, quand vous allez faire le calcul d'intérêt, bien, s'il y a déjà une facture d'intérêt, il va revenir calculer de l'intérêt sur cette facture-là. Il y a possibilité d'exclure des clients du calcul d'intérêt. Donc, quand on revient dans Dauphin, on pourrait dire, bien, ce client-là, il y a des factures d'intérêt, je l'exclus, je l'exclus, je l'exclus. Donc, mais on ne peut pas exclure une transaction. C'est vraiment au niveau du client. On n'a pas cette granularité-là. Donc, vous pourriez venir jouer avec les clients puis facturer de l'intérêt seulement pour ceux qui n'ont pas de note d'intérêt. À ce moment-là, vous ne chargez pas de l'intérêt sur de l'intérêt. Mais il n'y a pas possibilité d'extraire une seule facture. Je crois, et là, à tout égard, là, je crois que dans Dauphin, quand on fait des notes d'intérêt, on a un maximum de 2. Donc, on ne pourra pas faire plus que 2 factures d'intérêt dans l'année. La note d'intérêt. Oui, c'est ça. L'intérêt calculé sur toutes les factures, y compris celle d'intérêt. Il n'y a pas moyen de l'exclure. Vous avez la possibilité de le faire aussi manuellement, d'aller créer des factures d'intérêt manuellement pour ceux qui ont des notes d'intérêt, donc les exclure du calcul. Et ensuite de ça, bien, faire une facture normale sur ce client-là et lui charger de l'intérêt en lui mettant sur le poste comptable des intérêts, puis mettre le montant, en lui expliquant la facture à payer. Mais ça demande beaucoup de manuel. Vous pourriez aussi calculer de l'intérêt sur ces clients-là et lui charger de l'intérêt sur de l'intérêt et ensuite de ça, faire des notes de crédit. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de manuel. Ce ne sera pas si simple que ça. Puis c'est beaucoup de gestion pour des fois peu de montants que vous allez récupérer. Parce que souvent, on a de la misère à récupérer ces montants. Pour moi, en fait, ça faisait le tour. C'était les sujets sur lesquels je voulais vous parler. J'ai apprécié beaucoup votre rétroaction. Roberta l'a mis en ligne ou Alexandra l'a mis en ligne un formulaire encore sur SharePoint. Je vous invite à répondre à ces questions-là, autant pour RH que nous, parce que ça nous aide beaucoup. J'ai 10 CS qui m'ont envoyé leur base de données pour qu'on analyse l'écart au niveau de l'amortissement. Ça aussi, c'est très, très apprécié. On va vous revenir dans le courant de l'été pour vous parler, de l'outil de recherche, de vous donner un peu une visibilité sur les travaux que vous allez pouvoir faire en amont pour la comptabilité client et les immobilisations. Puis, on reviendra aussi sur ce calcul d'amortissement-là. Probablement, peut-être que j'aurai une autre rencontre spécifique pour ça. Donc, je vais transmettre la parole à mon collègue Martin. En fait, j'avais proposé, vu que le sujet est quand même assez technique que tu as couvert, André, pour ne pas perdre le fil, Alexandra, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la section André? Oui. Pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. J'ai une question de Rokia Choukeri de la CSDM qui demande quel est le genre de ménage à faire sur les clients. Aussi, tu as parlé de l'écart des auxiliaires entre Mosaic et Dauphin. Nous, on les balance déjà à chaque mois. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pareil? Mais en fait, c'est excellent. C'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer à balancer ces auxiliaires et ces systèmes à tous les mois. De toute façon, c'est une pratique comptable qui est normale. Continuez à faire ça. L'écart que je vous ai parlé tantôt au niveau de la méthode ou du calcul d'amortissement, c'est un écart qui est généré en passant d'un système à l'autre. Vous ne pouvez rien faire pour ça, ça va la générer automatiquement. Quand on va retourner dans Dauphin, il va essayer de recalculer comme il calculait. En fait, comme si on aurait toujours été dans Dauphin, il va essayer de recalculer les calculs d'amortissement. Et là, il va dire, bien, il y a un écart entre ce que tu as rentré en arrière qui vient de Mosaic, puis le montant que lui aurait calculé. Et là, il va générer un ajustement. Il le fait automatique, là. Il n'y a comme pas moyen de l'éviter. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser cette écriture-là au niveau de l'état des résultats, pas au niveau des postes de bilan, parce qu'il faut que ça balance avec l'auxiliaire. Mais on va venir le renverser au niveau de l'état des résultats et on va le provisionner probablement dans un poste de passif et vous allez pouvoir l'étaler sur une période très longue. Comme ça sera non matériel mois après mois ou année après année. Pour la comptabilité client, on va vous revenir. En fait, on est en train de piloter et de tester les informations clients qu'on veut ramener. C'est quoi le ménage que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire. Puis qu'est-ce que vous pouvez faire en amont. On va vous revenir dans le courant de l'été avec une formule exhaustive aussi sur ça. Tout ce qui peut être fait avant même qu'une activité de migration soit faite.
Y a-t-il une autre question? Alors, j'ai un commentaire de Judith Lagac qui dit « Il faudrait quantifier l'impact financier dans nos CS respectifs pour déterminer s'il s'agit d'un enjeu important. » Effectivement. Mais là, présentement, l'objectif, c'est qu'on va tester sur 10 CS, donc les plus grosses CS, comme Montréal, de Laval, et là, on va aller voir. Mais effectivement, l'écart dépend directement des méthodes de travail puis de chaque commission scolaire. Fait que je peux dire que c'est non matériel pour une CS, mais ça peut être matériel pour l'autre. Mais il faut voir c'est quoi l'ampleur présentement. Mais à terme, on va sonder ça. Donc, après avoir vu dans 10 banques réelles les données, bien là, on va avoir une vision beaucoup plus nette de la réalité. Mais effectivement, il faudra regarder dans chaque CS. Puis ça sera fait lors de la migration, puis on va vous proposer une solution pour l'étaler. Martine Lacombe, pour les écarts d'amortissement, est-il possible de demander l'analyse pour notre CS? Pour l'instant, pas en amont. Pas pour l'instant. Mais on regarde tout ça, on est en train d'analyser ça. On va commencer par analyser dans les 10 banques. Nous, notre préoccupation présentement, c'est de faire le pilote pour la migration. Ensuite de ça, faire une phase de test très exhaustive sur 10 CS, dont ceux que je vous ai mentionnés tantôt, pour voir l'écart, puis de tester aussi nos outils de migration. Après ça, peut-être qu'on arrivera, puis on fera une analyse en amont sur des banques. Alors là, je n'ai pas le prénom. Je ne voudrais pas écorcher le nom de famille. Bien. Comment se fera la projection d'amortissement dans Dauphin étant donné que Mosaïque a cette fonctionnalité et pas Dauphin? Georges, excuse-moi, c'est Georges. Tu peux-tu répéter la question? Je ne suis pas sûr. Oui. Comment se fera la projection d'amortissement dans Dauphin étant donné que Mosaïque a cette fonctionnalité et pas Dauphin? Ben, vous allez retourner un peu comme qu'est-ce que vous faisiez avant dans Dauphin. Mais il n'y a rien qui vous empêcherait, puis là, je vais faire une hypothèse, une solution rapide, mais je n'ai pas réfléchi à la question exhaustivement, là, mais moi, ce que je ferais, je ferais une copie de ma banque Dauphin locale. Je me ferais une copie haute. Je demanderai au TI de me faire une copie. Je calculerai l'amortissement pour les 10 prochaines années ou les 6 prochains mois. Je prendrai le montant. Puis ensuite de ça, je ferai une restart sur la base de données ou je mettrai une base de données à part. Là, fait que là, ça te permettrait de faire ça. Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire un rapport. Il y a des tables que vous pouvez exploiter. C'est des applications locales. Donc, vous pourriez exploiter les tables pour faire aussi un rapport pour vous sortir ces montants-là. Même chose pour avoir le calcul des amortissements par date de mise en service. Dans Mosaïque, nous, on a fait des requêtes qui vous permettent de sortir ce qui avait été fait dans Mosaïque, mais vous pourriez le refaire dans Dauphin de façon intégrale parce que toutes les données des amortissements vont exister dans Dauphin. Donc, toutes les données d'immobilisation, c'est comme si vous n'aviez jamais quitté Dauphin. Carole Côté, comment les numéros de clients des employés seront ramenés dans Dauphin? Actuellement, dans Dauphin, nos numéros de clients pour les employés sont des numéros de 6 chiffres commençant par 8. Et dans Mosaïque, c'est un numéro de 10 chiffres commençant par E. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est un enjeu aussi qu'on est en train de regarder. Les E-matricules. Les E-matricules, présentement, la solution, c'est qu'on ne retournera pas les transactions qui sont sur des E-matricules. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs clients qui sont des employés dans Mosaïque. Quand ça retourne dans Dauphin, ça retourne sur une seule fiche. On ne peut pas renvoyer toutes les factures sur une seule fiche et essayer de faire votre suivi client là-dessus. Souvent, présentement, la solution qu'on a, c'est que vous allez renverser les transactions pour les matricules, puis vous allez les recréer. Mais il va falloir créer les clients dans Dauphin et d'aller assigner la bonne facture à ce client-là. Donc, il va falloir retourner dans la même pratique qu'on avait dans Dauphin avant qu'on soit dans Mosaïque. Mais il va y avoir du manuel un peu pour ça. C'est des choses qu'on va regarder quand vous allez faire la migration en amont, donc de vous dire il va falloir épurer vos comptes clients qui sont matricules ou des fermer puis des recréer dans Dauphin sur des fiches clients avec le nom de l'employé, comme vous faisiez avant que vous étiez dans Mosaïque. Mais pour certaines personnes, probablement, c'est abstrait parce que vous étiez dans Mosaïque depuis que vous êtes là. Isabelle Cloutier, connaissez-vous les éléments sur lesquels on pourrait se baser pour déterminer si on doit garder la décentralisation ou revenir à une centralisation pour les fiches d'IMO? Les avantages et inconvénients de chacune des options. Les avantages, c'est que les avantages de rester décentralisé dans Dauphin, il y a la possibilité de rester décentralisé, ça crée beaucoup plus de fiches, j'avais plus de fiches à gérer, plus de fiches MAO à créer par année. Parce qu'à chaque année, vous devez créer des fiches MAO. Puis pourquoi les gens faisaient ça dans Dauphin? Parce que, comme j'ai expliqué tantôt, les dépenses que vous injectez sur une fiche d'immobilisation vont être amorties sur la période qui est définie sur la fiche. Et si vous rentrez une dépense, disons que j'ai une fiche qui dure 20 ans, et ça fait 19 ans que je l'amortis, et là, à la 19e année,
je rentre une autre dépense, bien là, cette fiche-là va continuer à exister encore un autre 20 ans. Parce que la dépense qu'on vient d'ajouter va être amortie sur 20 ans. Donc, cette fiche-là, qui en théorie a dû durer 20 ans, va durer 40, 50 ans dans le système. Donc, c'est la façon de fonctionner. Donc, ce qu'ils faisaient les CS avant coup, c'est qu'ils créaient des fiches MAO par année et ils venaient les fermer à chaque année. Ils en créaient une nouvelle à chaque année. Comme ça, ils s'assuraient que cette fiche-là ne vit pas éternellement dans le temps. Il était fermé. Donc, quand vous êtes décentralisé, bien, ça fait qu'à sorte, à chaque année, vous devez créer des fiches MAO décentralisées pour chaque année. Ça fait un travail qui est assez long, mais on parle d'une journée ou deux là, de création de fiches, puis d'aller mettre des postes comptables, puis d'aller modifier vos postes. C'est quand même du travail. Versus centralisé, c'est beaucoup moins de travail parce que là, tu crées une fiche par type d'immobilisation MAO, disons de l'équipement informatique 3 ans, du développement 5 ans. Mais là, j'ai une fiche par année à créer. Donc, beaucoup moins de travail. Sauf qu'au niveau de la granularité de l'information, puis quand on fait des états financiers, bien, c'est plus fun quand c'est explosé parce que là, je veux savoir, moi, c'est quoi mon équipement informatique dans mon école 300 parce que j'ai un feu puis j'ai une assurance à récolter. Mais là, c'est plus facile à aller chercher parce que ça a rentré sur un niveau granulaire plus détaillé. Donc, c'est les avantages et les inconvénients. On va essayer d'alléger les listes en pouvant enlever les fiches qui sont mises au rebut, parce qu'il y a beaucoup de mises au rebut qui ont été faites sur des fiches MAO, dans Mosaic, décentralisées. Pour quelqu'un qui est vraiment beaucoup décentralisé, qui a beaucoup de fiches, bien, ça fait qu'on va ramener beaucoup de fiches dans Dauphin. On va pouvoir filtrer puis enlever de l'écran ces fiches-là. Isabelle Lachance, pardon. Je suis en TI, alors ma question est plus systémique. Je ne suis en mesure de spécifier encore le nerf de ma question, mais j'ai des soucis pour les secteurs que nous avons décentralisés via Mosaic. Comment voyez-vous cette migration et les processus suite à la migration dans Dauphin? Oui. C'est une question qui n'est pas très claire, mais c'est vrai qu'il y a des soucis en termes de département puis de gestion d'information entre les départements et les écoles. Mais Dauphin, avant, vous fonctionnez d'une certaine façon avec les départements dans Dauphin. Ça marche et ça continue de fonctionner comme ça fonctionne avant. C'est plus au niveau des données de Mosaic et des rapports qu'on va sortir de Mosaic. Que là, ça va être un souci pour vous de gérer et de mettre la confidentialité sur les requêtes SQL, disons, pour aller chercher des transactions sur tel département. Il faut garder en tête que toutes les données qu'on va vous donner de Mosaic, c'est des données qui vont dévaluer avec le temps. Au début, vous allez les utiliser parce que vous allez devoir aller vous référer à la facture. Le client veut avoir une autre copie de sa facture, veut une autre copie de son relevé de compte. Ça va être des documents qui vont être accessibles, vous allez pouvoir les imprimer. Mais dans 2 ans, ces documents-là, vous les consulterez presque plus, à moins que vous ayez un litige avec le client ou avec quelque chose, vous allez chercher l'information. Avec le temps, ces documents-là vont perdre beaucoup de valeur. Pour nous, ça n'a pas d'avantage de mettre énormément d'efforts pour d'exploser ça, puis de compartimenter ça au niveau de la confidentialité par département, puis de vous donner une solution complète. De toute façon, on n'aurait pas le temps de faire ça pour l'échéance qu'on a. Donc, oui, il y a des soucis. Il va falloir raisonner. C'est pour ça qu'on va essayer de vous présenter les outils de recherche le plus rapidement possible, que vous puissiez commencer à penser comment vous allez l'intégrer dans vos processus pour que les gens dans les écoles ou dans les centres professionnels puissent aller consulter l'information qu'ils ont besoin. Comme je vous dis, ça va être une période de transition qui, dans 2-3 ans, ils n'utiliseront plus. Là. Ou du moins, j'ose croire qu'ils n'utiliseront plus la majorité. Est-ce que ça répond à la question, Isabelle? Elle répond merci. Je pense que oui. J'ai plus de questions, André. Excellent. Bien, je vous invite à aller sur le formulaire et me poser toutes les questions que vous voulez. J'apprécie beaucoup ce raisonnement. Puis votre angle de vue, votre perspective, c'est hyper important pour nous. Aussi, je voulais ajouter, par rapport à les préoccupations que vous amenez, même si d'entrée de jeu, on trouve que technologiquement, on ne pourra pas le régler par rapport à la portée, nos échéanciers et tout ça. C'est vraiment important pour nous de voir quand même où sont ces enjeux-là pour essayer pour se pencher sur la question sur comment on pourra l'aborder puis comment on pourra alléger l'impact dans tous les cas. Donc, je vous encourage à continuer à les amener, même si de notre côté, technologiquement, on ne croit pas pouvoir le régler. C'est important qu'on le voit quand même, qu'on soit conscient de ces impacts-là.
Martin, je te passe la parole. Juste, Roberta, avant de recommencer, je Oui. voudrais préciser que oui, le PowerPoint sera disponible, la vidéo sera disponible sur la zone client comme la dernière fois, puis on vous adressera le PowerPoint par courriel comme la dernière fois aussi, comme nous avions fait. Je ne sais pas si certains étaient là, mais on vous adresse à tout ça. Merci. Merci. Alors, c'est à mon tour de partager mon écran. Alors, voilà. Déploiement et offre de services. Vous allez voir le contenu, c'est une évolution de ce qui a déjà été présenté. On reprend aussi une bonne partie de ce qui a été montré au GGT. Puis ben, voilà, donc déploiement et offre de services. Oups, on va mettre le focus au bon endroit. Ici. Ça, c'est un rappel ici où on indique que la taille des projets qui sont devant nous là, dépendent, oui, de la taille de la CS, mais principalement du degré d'implantation que vous avez. Pour nous, les projets qui sont plus petits, c'est les commissions scolaires qui ont implanté IMO et CC uniquement. Il y en a près d'une quarantaine là, qui n'ont qu'IMO et CC, rien de plus. Et puis, des projets qui sont un peu plus gros pour nous, qui sont donc de moyenne envergure, c'est dès qu'on a d'autres éléments qui s'y rattachent, IMO, CC, dotation ou comptabilité fournisseur, approvisionnement. Et puis, ben, les grands projets, c'est les CS qui ont vraiment implanté tous les modules de Mosaic AX. Alors, c'est ce qui fait là, que nous, on est capable de créer une grille dans laquelle on va inscrire des plus grands projets, des plus petits projets. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qui est le plus mature. Ça ne touche que IMO-CC, parce que c'est ça qui est disponible pour le moment. La stratégie de migration qu'on va mettre de l'avant, ça va être la même pour tous les modules, pour tous les types de projets, petits, moyens, gros, là, ça va toujours être fait comme ça. Il va y avoir une phase de préparation qui va être faite en amont. Vous allez le voir ici, on va chercher à regrouper des CS. Il y a la phase de réalisation, où là, c'est la migration à proprement parler, puis le jour 1 où on revient à Dauphin. Et puis une phase de fermeture où on fait un bilan, puis on s'assure que tout est bien attaché. L'ensemble de tous les déploiements qu'on va faire vont être gérés en mode projet, c'est-à-dire qu'il va y avoir un chargé de projet qui va établir les jalons, donner l'échéancier, suivre la progression de toutes les activités. Et puis, il y a des activités de gestion de changement qu'on inclut aussi, où il va y avoir de l'accompagnement pour prévoir la bonne communication au bon moment, aux bonnes personnes, une implication des parties prenantes, une analyse préliminaire des poches de résistance qui sont possibles, et puis une mitigation donc de la résistance. Tous les projets vont suivre ce modèle-là. Dans les trois phases qu'on a pour IMO-CC plus précisément, là, la phase de préparation, on va chercher à grouper des CS dans la phase de préparation. Ce que ça contient, ça, cette phase de préparation-là, ça va être toutes les activités d'orientation. Un atelier d'orientation lui-même qui va dire voici ce qu'on fait, là, qui va aller plus précisément dans une présentation du projet, de ce que c'est, et puis qui va inclure aussi des activités de gestion de changement puis de gestion de projet. Tout ça, ça peut être groupé. On va vous donner aussi dans cette phase-là les devoirs à compléter pour nettoyer les données, préparer ici, là, on est dans l'IMO-CC, là, c'est la création des MAO dans Dauphin, et puis donc tous les devoirs qui devront être faits pour la réalisation. Puis on va inclure dans cette phase-là de préparation toutes les activités de formation. On va vous former à l'utilisation du calcul d'amortissement, mais de tout ce qui touche aussi la comptabilité client. Encore là, il y a plusieurs CS probablement qui vont dire « Oui, mais je le sais déjà, je le faisais avant », mais il y a eu du mouvement de personnel et puis il y a certainement des pratiques à revoir là-dedans. Là. La réalisation, ce qu'on appelle la réalisation, c'est la migration elle-même. Donc, c'est un échange de bases de données, un passage de script et puis la réalisation là, technique de la réappropriation, du rapatriement à Dauphin. Et puis, évidemment, ben, ça contient plein de validations. Là, on sort des balances comptables et puis on s'assure que tout est fonctionnel. Alors qu'on groupait les CS dans la phase de préparation, toute une cohorte ensemble, ben ici, dans la réalisation, à cause de ça, l'échange de BD, ben on fait CS1, après ça, passe 2 jours, CS2, après ça, passe quelques jours, CS3, puis ici, on est dans une cascade.
Toutes ces activités-là vont se dérouler et puis quand on va arriver à la fin, on va faire une fermeture. Ça risque d'être après le premier calcul d'amortissement dans ce cas-ci, là, ou après quelques semaines d'utilisation. On va faire un bilan. Est-ce que tous les processus ont été bien attachés? Est-ce que les calculs d'amortissement sont déroulés comme on le pensait? Est-ce que tout est correct? Est-ce que tout le monde est content? Est-ce qu'il y a des activités peut-être de renforcement qui sont à prévoir parce que, oups, on l'a fait une fois, mais pas sûr. Et puis, ces activités-là, donc, de fermeture, vont se passer en cascade aussi. Pour une cohorte, je vais vous présenter les cohortes tantôt, là. Pour une cohorte, on peut penser que la réalisation complète de la réappropriation IMO et comptabilité client s'échelonnerait sur un 5 à 7 semaines. C'est ce que je vais vous montrer dans un mode plus détaillé tantôt, mais ici, on est à haut niveau, là, ça donne à peu près ça qui est devant nous. Ça ici, la slide s'appelle stratégie d'implantation, mais ça pourrait s'appeler stratégie et contraintes, là, parce que 72 commissions scolaires d'ici le 31 décembre 2022, notre stratégie s'appuie nécessairement sur ce facteur-là, mais c'est aussi une contrainte majeure. Je vais y revenir, là, je vais juste passer des autres. La phase de préparation, donc, je disais que ça peut être par cohorte. On va chercher à le faire par cohorte. La première hypothèse était une cohorte de 5 CS qui se déployait. En allant plus finement un peu dans le détail des calendriers, on se rend compte que c'est probablement plus porteur de le faire à 4 CS. Donc ici, c'est marqué 4 ou 5. Vous allez voir dans le tableau à la fin, là, c'est 5, mais au moment où on se parle, on privilégie des cohortes de 4. Phase de réalisation par cascade, et puis l'ensemble des services est dispensé à distance. Donc, COVID, pas COVID, distanciation sociale ou pas, tout ce qu'on déploie, tout ce qu'on est en train de préparer est disponible à distance. Je reviens sur la première ligne et puis sur beaucoup de commentaires qu'on a reçus de votre part dans le sondage qu'on a envoyé et puis dans le fichier qui permet de recueillir vos commentaires. On a des contraintes majeures ici, là, où 72 commissions scolaires d'ici le 31 décembre, ça nous donne un nombre de mois, là, et puis visiblement, il y a des contraintes de votre part sur des moments qui sont plus faciles que d'autres pour prévoir des activités. On doit nécessairement baliser notre calendrier sur un 10 mois. 10 mois où on enlève une part de l'été, une part des fêtes et puis différentes journées fériées. Donc, notre calendrier représente ça. Il y a des CS qui vont se voir offrir des plages qui sont peut-être moins confortables. Par contre, si quelque chose qui revenait, là, c'est des remarques comme de avril à octobre, c'est pas tant bon. Avril et octobre, là, on parle de 6 mois. Là. Donc, si on se rend au 31 décembre 2022, puis qu'on ne peut jamais utiliser avril et octobre, on n'arrivera juste pas là. Alors, malgré tout, là, malgré qu'on soit pleinement conscient des contraintes que ça impose de part et d'autre, on doit avancer avec une hypothèse de déploiement sur 10 mois par année. On va voir comment mitiger ces contraintes-là. On va travailler avec vous, là. On ne fait pas ça dans une tour d'ivoire, là. Voilà. Donc, c'est important de se le dire aussi. C'est important d'être transparent pour nous. Le deadline du 31 décembre impose une vélocité de déploiement puis une planification d'activité qui pourrait toucher des périodes plus inconfortables. Qu'est-ce que ça va vouloir dire IMO-CC si on va dans un niveau de détail un peu plus fin? Dans la phase de préparation, là, ici, on est par cohorte, des activités groupées. On va tenir un atelier d'orientation qui va être une présentation. Là. Donc, ici, c'est marqué durée 3 heures. Je pense qu'on est on est en train d'affiner les durées. Là. Ça vous donne une bonne idée. Là. C'est pas précis. C'est des hypothèses, mais on commence vraiment à être assez fin. Donc, un atelier d'orientation où on regrouperait la cohorte de CS et puis on donnerait l'atelier d'orientation. Un atelier de préparation qui va aller vous donner les devoirs. Là. Voici la liste des tâches à faire pour passer à la prochaine étape. Un temps de préparation et nettoyage de données
Ici, on marque 14 heures. C'est donc l'équivalent de 2 jours. C'est pas en temps continu. Il pourra avoir du travail dans une première semaine, puis là, dans l'autre semaine, on poursuit. Il y a de la formation à donner sur juste la partie IMO, c'est pas énorme. On parle d'une demi-journée. Sur les comptes à recevoir, on peut penser que c'est plus une journée complète. Après ça, il y a des envois de BD qui doivent se faire entre nous et entre la GRIX et l'ETI chez vous. Et puis, on met en place des environnements là, pour accueillir la phase de migration. L'ensemble de ces activités-là, donc, se fait en cohorte. Les ateliers sont donnés à tous, les devoirs sont expliqués à tous en même temps. Même dans cette partie devoir-là, il y a certainement quelque chose de porteur, puis il y a de la valeur là, à mettre ensemble des CS qui peuvent partager des pratiques et puis peut-être dessiner des pistes communes de stratégie de devoir. Voilà, des formations aussi, là, on les donnera en groupe. La phase de réalisation, elle, vous voyez là, c'est comme un ensemble de tâches là, qui doivent se faire, taf, 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 taf. Les durées ne sont pas énormes, mais sont tous essentielles. Cette phase de réalisation, je disais qu'elle était faite en cascade, donc on va recevoir la première BD, on va faire des simulations, on va regarder, on va vous envoyer le rapport de simulation, on va l'analyser ensemble. Il y a peut-être de la correction de données à faire, mais puisque les devoirs vont avoir été quand même validés, ben, on pense que la correction des données ne sera pas énorme. Rebalancer une dernière fois les auxiliaires, envoyer la BD ultime à la GRIX, procéder à la migration. Donc, un ensemble de tâches, taf, 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 qui se déroule pendant la phase de réalisation. C'est là aussi que va naître et puis que va être créée la base de données historique, MOS-Histo, mosaïque historique, dont André vous parlait un peu plus tôt. Et puis, ben, dès que la BD va être créée, ben, nous, on va vous former à l'utiliser. C'est une formation qui est certainement un peu plus technique, là. Et puis, voilà, des activités de validation et puis tout ce que ça implique aussi. Et puis, dans la phase de fermeture, ben, c'est principalement un bilan après coup, après quelques temps d'utilisation. Il y a peut-être des activités d'accompagnement et de renforcement à prévoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça se pourrait que, oups, attendez, il y avait un processus qu'on avait mal attaché, là, ou qui avait été moins bien éclairé, là, sur lequel on va vouloir insister. Travail autonome dans la CS. Et puis après ça, c'est à ce moment-là, une fois que tout va avoir été terminé, que le bilan va être fait, que tout le monde est content, qu'on a tout validé, tout est beau, bien là, on va disposer de l'environnement AX chez OVH. Qu'est-ce que ça veut dire comme effort de votre côté à prévoir en phase de préparation? On parle de grosso modo 28 heures. Ça inclut les formations, les ateliers, la préparation de données, puis tout ça. En réalisation, 21 heures, puis en fermeture, 5 heures, beaucoup plus petit. Si on y va dans un calendrier, là, ici, on est sur globalement à peu près un mois, qui se mène du 31 août, là, du 31 août, c'est un lundi. Fait que c'est comme grosso modo la première semaine de septembre. Début septembre à début octobre, ça nous donnerait à peu près ce calendrier-là. Ici, bon, c'est intéressant, c'est des projections de planification, où là, on voit dans la première ligne en haut le bloc de phase de préparation, où là, c'est collectif, tout le monde est ensemble. La phase de réalisation, on voit qu'on a une cascade qui commence à se placer. Et puis, même chose pour le bloc de fermeture. Ça ici, c'est plus des projections. Peut-être que ça ne vaut pas la peine d'insister. Ce que je vous ai présenté plus tôt était probablement plus parlant. Combien ça coûte? Combien ça coûte tout ça? C'est des coûts approximatifs, projetés, beaucoup de bémols, beaucoup peut-être, on pense que, et puis de conditionnel à mettre là-dessus. Mais dans les projections de base, on est sur, en formation, 3 formations de 4 heures, en gros, là, qui donnerait, ici, on est au coût maximum, 12 personnes par formation. Donc, 3 formations de 4 heures, 12 personnes, à peu près 6 500. En consultation, on était, si on faisait l'addition des coûts de consultation, on est à un 26 heures, ce qui donne un 3 000 $.
Les travaux de migration eux-mêmes, 11 heures 2300. Et puis tout ce qui est gestion de projet, puis tout ce qui entoure le projet, c'est des coûts estimés à peu près 15% des montants qu'on voyait en haut. 13 500. C'est une projection. L'idée, c'est de vous donner une idée, un ballpark figure, là, où on pense que c'est à peu près dans ces eaux-là que ça devrait tourner. 13 500 pour IMO-CC. Puis après ça, ben, on déplogue l'environnement AX chez OVH et puis ben, voilà, vous sauvez les coûts d'hébergement. Ça commence tout de suite. Hein? Le pilotage, le début officiel du pilotage, c'est le 18 juin, mais il y a déjà des activités en gestion de changement qui ont été initiées avec notre pilote, qui est la Seigneurie des Mille-Îles. Le 18 juin, c'est l'atelier d'orientation, et puis après ça, on suit la séquence que je vous ai montrée. Évidemment, là, ici, on n'a pas de cohorte, là, c'est notre client 1. On commence le 18 juin, on finit le 31 août. Ça tient compte, évidemment, de contraintes liées à l'été puis aux vacances de chacun. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Là? Qu'est-ce qui est piloté? C'est les outils de migration, la formation et l'accompagnement, puis la formule de gestion du changement. L'idée, c'est de mettre à l'épreuve du feu l'ensemble des services et des fonctions développées par la GRIX. On ne fait pas une expérimentation où on roule des choses en simulation, ça devrait être à peu près ça. Là. Non, on a développé toutes les fonctions, un ensemble de services, on envoie ça en clientèle, et puis Mille-Îles est le premier qui reçoit ça. Il va nous donner toutes les... évidemment, des points de contact fréquents, là, et puis tout le feedback qui va nous permettre de nous ajuster pour, après ça, déployer à l'ensemble de la clientèle. Donc, ça commence maintenant. Là. Il y a déjà eu des rencontres, et puis la vraie kick-off officielle, l'atelier d'orientation, c'est la semaine prochaine, jeudi prochain. Voilà. Qui est-ce qu'on va cibler dans un premier temps? Qui sont les premières CS? Parce qu'on voyait là, dans les réponses que vous nous avez envoyées, il y en a qui ont vraiment hâte de s'y mettre là, et puis de revenir, puis qu'après ça, on n'en parle plus, là, le projet est fait, puis voilà. Il y en a d'autres qui ont des contraintes et qui sont plus réticentes, des CS qui sont réticentes. Voilà, donc pour l'automne, c'est des CS qui n'ont qu'IMO et CC. C'est des seuls outils qui sont complètement développés, là, donc c'est des CS qui ont IMO-CC. La migration vise à retirer le CS de l'environnement OVH, voilà. C'est pour ça là, que dans un premier temps, là, on ne pourrait pas aller chercher d'autres CS, parce que ce qu'on a qui est le plus avancé, c'est IMO-CC. Donc, c'est vous, qui allez être disponibles. Et puis, voici à peu près là, comment se dessineraient les blocs de cohorte qui permettraient de créer le calendrier. Quelques petits commentaires là-dessus. Là. Vous voyez que les blocs sont basés sur 5. Plus réalistement, ça va être 4. Et puis, je peux vous dire tout de suite que dès la semaine prochaine, on va être en mesure de prendre le nom des volontaires qui vont vouloir commencer tout de suite. Et puis, si on y va avec 4 blocs de 4, ça donnerait 16 CS qui pourraient passer dans la première vague là, dès cet automne, entre le 1er septembre et puis le dernier, là, à cause des fêtes, c'est fini au mois de janvier. Mais c'est à peu près comme ça que ça se présenterait. Donc, 4 cohortes de 4 CS. On va vous offrir un calendrier plus détaillé que ça, là, ou en tout cas mieux ajusté. Là. Visiblement, moi j'en ai 5 alors que c'est 4. Mais donc, on va vous publier ça et puis on va recueillir un avis d'intention. Là, on va vous envoyer des invitations et puis on va prendre les premiers noms pour cette première cohorte-là. Et bien voilà. Avez-vous des questions? Martin, moi, je vais juste compléter parce que ça l'avait été demandé une autre fois, donc je vais répondre aussi parce que j'imagine que les gens auront la question. Il y a des gens qui avaient déjà levé la main pour passer. Ça va être important de s'inscrire par le biais du formulaire ou de la plateforme qui va être mis à votre disposition. On va certainement vous demander parmi les 4 blocs lequel vous préférez ou en tout cas de les mettre en ordre de préférence. Donc, ça va être important de vous inscrire et pas prendre pour acquis qu'on a déjà votre nom dans la liste.
Oui, absolument. L'idée, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, là, et non pas, alors que tout le monde a bien vu de quoi on parle, là, puis alors que le niveau de précision est plus peaufiné, là. Fait que oui, donc il va falloir signifier, même si vous l'avez déjà fait, là, à partir de la semaine prochaine, on va vous demander de signifier vos intentions officiellement. Pour les gens des services RH et finances qui sont là, parlez-en à votre direction TI si ça vous intéresse. Pour les gens de TI qui sont là, parlez-en avec les gens des services RH finances pour coordonner parce qu'effectivement, la plateforme d'inscription, ça s'en vient la semaine prochaine. Alexandra, est-ce qu'on a des questions pour Martin? Oui, j'en ai peut-être une qui va concerner André, puisque la question est arrivée dans la transition André-Martin. Donc, qui veut répondre, répond. Judith Lagac demandait toujours aucun développement prévu pour créer des souches différentes pour les factures clients. Ben, je vais répondre, Martin. Non, il n'y aura pas de création de souches différentes. En fait, dans Dauphin, tu as la possibilité d'avoir une souche seulement. Il n'y a pas plusieurs souches. Judith Lagac, quand allons-nous recevoir nos plages d'implantation imposées? Ça, je peux le prendre. Judith Lagacé, si je peux me permettre. Oui, Judith, c'est pas des plages imposées. Pour l'instant, on n'est pas en train d'imposer quoi que ce soit. On offre des plages dans des calendriers. Est-ce qu'à un moment donné, on va arriver avec des trous qu'il va falloir combler d'une façon quelconque? Pour l'instant, on y va sur une base de volontariat. Et puis, s'il devait avoir vraiment là, des contraintes majeures où là, il faut vraiment avancer, ça passerait certainement avec le CA, ça se passerait pas, c'est pas la GRIX, là, c'est pas mes équipes à moi qui allons imposer que tel CS passe à tel moment. C'est nécessairement collaboratif. Tout ça, ça découle d'une volonté du ministère aussi. C'est des orientations qui sont entérinées par le CA et puis qui sont proposées par la GRIX. Donc, tout ça, ça va en collaboration. Fait que, quand est-ce qu'on va vous imposer quelque chose? Je ne vois pas ce jour pointer à l'horizon. Nous, on est comme M. Arruda et M. Legault. On veut que vous adhérez, mais on ne veut rien imposer. Donc, idéalement, ce serait sur une base volontariat. Mais c'est sûr que si on a des difficultés à combler les plages, on réévaluera là, quelle stratégie doit être adoptée, mais pour l'instant, on n'est pas là. J'ai un commentaire de Kazuni. Je suis complètement perdue. Je pensais que nous nous penchions plus sur la migration des données entre Mosaic AX et PIGRH au lieu de discuter de Dauphin. Kassem Azouni. Bonjour, Kassem. C'est un tout. Hein? Ici, on est dans un groupe collaborateur, comité aviseur qui suit le développement puis le déploiement du projet de réappropriation dans son ensemble. La première occasion qu'on a eue, on vous a montré ce qui était le plus avancé, qui était le développement des outils puis du service IMOCC. On a continué à cheminer. RH a beaucoup avancé et puis là, on voulait vous faire état aussi de ce qui était là dans RH. Mais le développement des outils d'IMOCC a continué à progresser. Et puis notre degré de préparation puis de finesse de détail sur le rapatriement de l'IMOCC a avancé aussi. Donc, l'idée, c'est de vous tenir au courant de la globalité du projet. Judith, à nouveau, est-ce que le produit Sagir va être géré par la GRIX? Non, en réalité, pas du tout. Le ministère a mis au clair que c'est le ministère qui va se charger d'offrir une solution administrative au CS. Donc, il n'y a pas en fait, la GRIX, elle sera pas dans cette fonction d'affaires, dans le fond. C'est vraiment pris en charge par le ministère. Martine Lacombe, dans le formulaire, est-ce qu'il y aura des blocs à l'hiver 2021? On hésite à le faire. On pourrait en fait, on a fait des projections qui s'échelonnent jusqu'à la fin, là.
Mais le calendrier d'hiver, il va être influencé par le développement puis les stratégies de services qui vont venir avec CFA Pro. Et puis donc là, tant qu'on n'a pas une vision plus claire de CFA Pro, on a de la difficulté à savoir combien de CS on est capable d'avoir en CFA Pro, mais combien on continue à avoir en IMO-CC. Et là, il nous manque un petit peu de oomph. Là. On fait des projections quand même, mais on n'est pas suffisamment avancé pour vous offrir un calendrier d'hiver. Notre but, c'est de pouvoir vous offrir des calendriers plus définis une saison à l'avance. Donc, si on parle de l'hiver, au début de l'automne, on devrait être en mesure de vous offrir un calendrier d'hiver. Si vous êtes plus pour printemps-été, là, vous comprenez, bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer le cycle des saisons, là. Mais l'idée, c'est de vous préparer donc un trimestre à l'avance. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. D'accord. Donc, on pourra clore la réunion. Écoutez, vous participez, vous vous impliquez. Ça nous aide à bien avancer dans les étapes de planification et à se valider. De votre côté, ça vous aide à voir ce qui s'en vient, d'anticiper, peut-être de vous préparer davantage. Donc, on avance ensemble en espérant que cette formule, moi, je la vois gagnante-gagnante. Ça devrait donner des bons résultats. Donc, on va poursuivre de cette façon-là. Pour la prochaine rencontre, je ne peux pas vous dire maintenant ça va être quand. D'après moi, ça va être plus à la fin de l'été. On vous remercie encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. Un gros merci à tout le monde. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, bonne journée.